Habitat, santé, service à la personne, financement, la perte d'autonomie peut faire de chaque aspect de la vie un casse-tête. Le résoudre plutôt que d'en faire une fatalité, ça dépend de nous. Cap sur l'horizon 2050, lorsque la France comptera 4 millions de personnes âgées en perte d'autonomie. En donnant la parole aux acteurs d'aujourd'hui, nous imaginerons ce dont leur quotidien sera fait. Cette semaine, nous donnons la parole à Thierry Calvat, cofondateur du Cercle Vulnérabilité et Société, Serge Guérin, sociologue et professeur à l'INSEC, et Lucie Roubieux, experte du secteur public au sein du Boston Consulting Group. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà bien une sagesse intemporelle pour des préoccupations touchant au bien vivre. À 1000 lieues d'un avertissement pour minimiser ce qui pourrait arriver de pire, la prévention est au contraire un bienfait de longue durée, que l'on apprend jeune pour des raisons que l'on ne connaît pas toujours, et que l'on met en pratique avec philosophie à l'approche du grand âge. Si tous les ingrédients d'une longue vie nous sont connus, hygiène de vie, pratiques sportives, régime alimentaire, qu'en est-il de la prévention de la perte d'autonomie liée à l'âge ? Et comment responsabiliser l'ensemble d'une société face à un phénomène qui ne touche pas tout le monde ? Si la vieillesse peut se définir par une période avancée de la vie, il est difficile de déterminer avec exactitude quand elle commence, ce qui ne l'empêche pas d'être bien présente dans l'esprit des Français. Thierry Calvat, cofondateur du Cercle Vulnérabilité et Société. Alors la vieillesse dans l'esprit des Français, la meilleure façon de se poser la question, de savoir ce que ça évoque, c'est de voir ce que les sondages nous disent. Et en fait, le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on regarde les Français interrogés sur la question de la vieillesse, c'est quoi vieillir, c'est quoi être vieux, on a affaire à une notion extrêmement d'abord floue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge particulier à partir duquel on est vieux. C'est-à-dire qu'on n'a aucune génération et aucune catégorie d'âge qui s'entend sur le fait qu'on est vieux à partir de temps. Mais simplement, il y a une question relative. C'est-à-dire que le vieux est toujours finalement 15 à 20 ans l'aîné de celui qui répond à la question. Et en même temps, on est face à quelque chose qui non seulement est flou, mais aussi est plutôt vécu avec une certaine forme de peur et d'inquiétude, puisqu'une très large majorité des Français, ça peut varier suivant les sondages quand vous leur posez la question, envisagent avec une certaine angoisse et avec beaucoup de peur le fait de vieillir. Comment expliquer tant d'appréhension pour un phénomène si naturel ? Réponse de Serge Guérin, sociologue et professeur à l'INSEC. Quand on interroge la société sur sa représentation de la vieillesse, les deux termes qui viennent le plus, c'est la question de la solitude, de l'isolement. Alors il y a les rapports des petits frères des pauvres qui montrent tous les ans l'importance de cette question de l'isolement. Il y a à peu près 1 million de personnes qui quasiment ne voient jamais personne. Donc il y a la question de l'isolement qui est une crainte pour beaucoup de gens. Il y a la question de la santé. On associe bien évidemment vieillesse, déclin, maladie, et puis même mort, même si on veut pas nécessairement s'y projeter. Donc deuxième élément, c'est un sentiment, une association de troubles de santé. Prendre de l'âge, c'est devenir malade pour beaucoup de gens. Prendre de l'âge, c'est devenir malade, c'est aussi le discours qui est souvent porté par les décideurs, par un certain nombre d'institutions, par l'espace public, par le monde publicitaire. Voilà, il y a une image comme ça, il n'y a pas qu'une image, il y a des représentations, il y a un imaginaire qui associe vraiment prise d'âge et maladie. Et dans cette prise d'âge et maladie, arrivent à la fin les craintes autour de ce que les gens appellent la dépendance. Et que là, d'un seul coup, c'est de se dire, oh là là, la fin de ma vie, ça va être quelque chose où j'aurai des troubles neurologiques très importants, où je ne pourrai plus me déplacer seul, que sais-je encore. Donc ça, on associe aussi beaucoup cette notion de perte d'autonomie. Ce qu'il y a aussi, c'est une crainte très forte de ne pas vieillir chez soi. Quand on demande aux Français, à plus de 85%, ils disent « je veux vivre et vieillir à mon domicile ». Et donc, il y a une crainte très forte de se retrouver dans des lieux d'accueil de personnes âgées. On pensera aux maisons de retraite médicalisées, là où les gens n'ont pas du tout envie parce que ils le voient comme d'abord la dernière étape et comme une étape où ils perdent de l'autonomie, mais aussi au sens individuel du terme, en termes de capacité de choix. Et donc, derrière tout ça, c'est donc aussi la crainte de la dépendance. Et derrière encore tout ça, il y a une autre crainte qui apparaît, c'est la crainte financière. Est-ce que j'aurai les moyens de financer ma perte d'autonomie? Est-ce que j'aurai les moyens de vivre vieux d'une certaine manière? Est-ce que je ne vais pas trop faire peser ma vieillesse sur mes proches? Est-ce que je ne vais pas trop faire peser
ma vieillesse qui va me fragiliser sur mes enfants? Est-ce que même mes enfants auront envie de m'aider quand je serai une vieille ou un vieux très fragilisé? Donc derrière tout ça, il y a aussi une inquiétude sur l'avenir qui se traduit en termes économiques. Si une grande partie de la population exprime son inquiétude à l'idée de vieillir, qu'en est-il de celles et ceux qui la vivent au quotidien? Thierry Calvat, cofondateur du Cercle Vulnérabilité et Société. On peut penser que le fait qu'une population vieillisse l'amène à être beaucoup plus sensible aux effets collatéraux du vieillissement et à savoir la dépendance. Il y a une forme de réflexivité à penser le vieillissement tout en étant soi-même vieillissant. Elle a vécu sur des acquis qu'elle considère comme normaux et à un moment donné, elle est confrontée à quelque chose qui fait bouger les acquis et qui les fait finalement remettre et bouger sur leur base. Donc à partir de là, c'est un effet qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire de se dire finalement, est-ce qu'une population qui vieillit va penser à la dépendance parce qu'elle se verra vieillir? Voilà, c'est toute la capacité d'acceptation de se penser vieux pour pouvoir penser à la dépendance. Globalement, évidemment, la réponse est oui, mais il peut y avoir quelques surprises quant à finalement la façon dont l'opinion pourra se comporter. Il semblerait que le risque que peut représenter la perte d'autonomie ne soit envisagé qu'au moment où l'on y est confronté. Autrement dit, lorsqu'on est vieux. Ce qui constitue un véritable défi pour la prévention. Serge Guérin, sociologue. Tant que l'on n'est pas face au mur, on a énormément de mal à se projeter, à se dire « oh là là, c'est ça qu'il faut faire ». Il faut attendre d'être vraiment devant. Et bien pour la vieillesse, c'est un petit peu pareil. Tant qu'on n'est pas tombé 4 fois, on se dit « oh, on verra plus tard ». Tant qu'on n'a pas un gros pépin, une grosse alerte de santé, on se dit on verra plus tard. Donc c'est extrêmement difficile pour chacun d'entre nous de se projeter. La capacité de prévention, c'est d'abord une capacité de se projeter dans l'avenir, avoir donc les outils intellectuels et la capacité, peut-être même la volonté cognitive de se projeter à demain. Dire aux plus jeunes, attention, ou dire à des gens assez jeunes, faites attention maintenant parce que demain, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, vous serez comme ça reste quand même un exercice de style assez complexe. Et dire à des gens plus âgés, ou on va le dire, il est jamais trop tard pour prévenir, d'une certaine manière, mais quand on le dit à des gens plus âgés, ces gens plus âgés peuvent considérer qu'on s'adresse pas à eux, mais à d'autres gens plus âgés. Donc il faut trouver des stratégies pour un petit peu contourner l'obstacle, pour contourner les biais cognitifs, pour contourner les représentations ou les imaginaires que chacun d'entre nous développons. Donc par exemple, ça peut être de parler à des personnes en pensant à ces personnes-là, mais leur disant que finalement, on leur parle de leurs propres parents. Mais en leur parlant de leurs propres parents, donc les gens ne se sentent pas concernés directement, c'est pas moi, c'est mes parents, mais on essaye là aussi à eux de faire prendre conscience de telle ou telle situation. Ça peut être une des approches possibles. Une prévention n'est donc efficace que si elle coïncide avec les objectifs de vie que l'on s'est fixés. Reste à savoir la manière dont on peut acculturer les Français au risque de la perte d'autonomie liée à l'âge. Thierry Calvat, cofondateur du Cercle Vulnérabilité et Société. La question à se poser, c'est de quelle prévention on parle. Si on parle d'une prévention qui est uniquement fondée sur l'idée qu'il faut reculer le terme de la vie et avec lui derrière le terme de la dépendance, il me semble que les politiques publiques qui ont été menées depuis des dizaines d'années, touchant notamment à l'alcool, touchant notamment au tabac, touchant notamment aussi à la promotion d'une certaine forme d'hygiène de vie, existe déjà. C'est-à-dire que la promesse qui est faite, c'est vous allez vivre plus longtemps en buvant moins, en fumant plus, en faisant du sport. Donc, d'une certaine façon, cette culture-là, elle est un peu en marche, mais elle est un peu en marche très souvent avec une vision qui est une vision plutôt normative, qui est assez contenue. Alors, il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais termes, mais qui est assez contenue, et ce n'est, à mon avis, des limites du terme de bien vieillir, qui est quand même très normatif, comme s'il y avait une façon mauvaise de vieillir. Vous voyez, il y a une injonction qui est faite aux gens, et elle est aussi par ailleurs contenue dès lors que vous envisagez uniquement l'aspect biologique des choses. On l'a vu pendant la crise du Covid, on a été confronté à un maintien de la vie biologique au détriment de la vie sociale et des interactions sociales. Or, il n'est pas acquis, il n'est pas exclu d'ailleurs, que les personnes envisagent leur fin de vie, et demain peut-être la question de la dépendance, aussi sous l'angle du maintien des interactions sociales. Cette question-là, c'est une question assez prégnante. Au titre du Cercle, on a réalisé une étude il y a un an et demi, dans laquelle on demandait aux gens, pour vous, quelle serait la meilleure façon de vieillir? Est-ce qu'il s'agirait d'être en très bonne santé, mais quitte à être seul? Et la deuxième borne, c'est être malade,
mais éventuellement très bien entourés. Vous avez quand même un tiers des Français pour qui, finalement, la fin de vie, le vieillissement et derrière la question de la dépendance se résume d'abord au fait d'être bien entouré avant d'être en bonne santé. Donc c'est pour ça que, au-delà de la culture de la prévention, c'est qu'est-ce que l'on fixe comme seuil d'envie, de désir pour les Français au fait d'être dans une logique de prévention. Si vous voulez, toutes les études, par exemple, qui montrent que les gens arrêtent de fumer, pointent majoritairement le fait que les gens s'arrêtent rarement de fumer pour leur bonne santé. Majoritairement, les raisons pour lesquelles on s'arrête de fumer sont des raisons qui sont immédiates, à très court terme. Et c'est, par exemple, retrouver le plaisir de respirer, c'est, par exemple, retrouver le goût. Donc, toute la difficulté, c'est moins d'être alarmiste, parce que l'alarmisme ne sert strictement à rien. Vous pouvez annoncer le malheur aux gens, tant qu'il n'est pas immédiat, il ne se produit rien. Ça va être, à mon avis, dans la capacité que la société va avoir à rendre désirable la prévention et à lui trouver des bénéfices qui sont des bénéfices immédiats et vraisemblablement autres que simplement le fait que les gens préviennent leur dépendance. Un autre phénomène est à prendre en compte pour bâtir une culture de la prévention quant à la perte d'autonomie liée à l'âge. Celle d'une hausse démographique de la population âgée dans les années à venir. Serge Guérin, sociologue. Le fait que de plus en plus de personnes âgées sont présentes et vivantes en France, le fait que cette prise de conscience a quand même beaucoup augmenté, la crise pandémique de ce point de vue-là a été aussi un révélateur. D'ici à 3-4 ans, il y aura plus de personnes de plus de 65 ans que de personnes de moins de 20 ans vivantes dans la société française. Tout ça oblige, nécessite, rend presque automatique le fait de prendre en compte tous les questionnements autour de l'accompagnement de l'âge, l'accompagnement de cette transition démographique, ce que j'appelle souvent la seniorisation de la société. Cette seniorisation de la société, elle se fait d'abord par le volume. Il y a plus de gens âgés, donc à un moment donné, ce qui apparaissait comme anecdotique devient extrêmement présent. Quand plus d'un quart de la population est directement concernée par son âge, évidemment, les 3/4 autres sont obligés d'une certaine manière d'y être aussi plus lucides. Et puis chacun a compris, ou beaucoup de gens ont compris, que demain, ça serait leur propre avenir, leur propre destin. Et dans ces questions autour de l'âge, celle autour du grand âge, celle autour de l'accompagnement de la perte d'autonomie, celle autour de comment on maintient à la fois de l'interdépendance au sein de la société entre tous les âges et de l'accompagnement et de la prise en soin des plus fragiles et de celles et ceux qui sont le plus touchés par cette perte d'autonomie, tout ça devient extrêmement prégnant dans la société française. Et donc, tout l'art de la prévention est dans la prise de conscience lucide, ne pas raconter n'importe quoi aux gens, mais en même temps qui ne soit pas catastrophiste. Ou finalement, arriver à montrer que la prévention peut être aussi un gain en termes de qualité de vie, peut être aussi, je dirais, une prévention joyeuse d'une certaine manière. La prévention, c'est pas seulement s'interdire. Vous n'avez plus le droit de déguster tel ou tel plat, de déguster tel ou tel gâteau. C'est pas bien, c'est plus possible. Là, on est dans quelque chose qui est toujours finalement très négatif. Tout l'art de la prévention, c'est rendre une nécessité joyeuse, rendre une nécessité intéressante, rendre une nécessité qui finalement a plein de gains en termes de qualité de vie. Vous devez être plus attentif à votre manière de vous nourrir, mais ça ne veut pas dire que votre manière de vous nourrir va devenir triste. Vous devez être plus attentif à votre santé. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, vous allez avoir une vie complètement d'ascète ou d'athlète de compétition. Vous devez faire plus attention à certains médicaments. Ça ne veut pas dire qu'en pratiquant certaines médecines complémentaires, vous n'allez pas rentrer dans une autre approche qui finalement va vous faire du bien en termes de qualité de vie. Une qualité de vie qui devra compter sur la complémentarité des institutions publiques et privées pour favoriser l'émergence d'une culture de la prévention face à la perte d'autonomie liée à l'âge. Thierry Calvat, cofondateur du Cercle Vulnérabilité et Société. Il me semble que les institutions publiques ont plutôt un rôle dans lequel elles doivent faire une forme de pédagogie finalement de l'intérêt de la prévention, éventuellement avoir un aspect, pourquoi pas, coercitif ou incitatif. C'est-à-dire que là encore, que l'incitation par la loi, l'incitation par le décret, l'incitation par le soutien de l'État puisse créer une forme de contexte favorable, alors que les partenaires privés, eux, il va falloir qu'ils puissent développer des offres, des services, des produits
qui soient les produits de consommation de la prévention. C'est-à-dire, d'un côté, l'État qui prépare un cadre et qui, d'une certaine façon, fait la pédagogie des choses, et les partenaires qui amènent des outils qui peuvent être des outils multiples, qui peuvent passer par le fait de faire davantage de sport, le fait de stimuler davantage la mémoire, etc., mais qui, à un moment donné, permettront de pouvoir non pas envisager la prévention comme quelque chose de particulièrement rasoir ou particulièrement normatif, mais quelque chose qui sera plutôt et qui se jouera plutôt sur le registre du plaisir. Voilà, il me semble que les partenaires privés, leur vraie responsabilité, c'est moins d'expliquer l'intérêt de la prévention que d'être dans une logique où ils vont créer des espaces de plaisir à travers la prévention. La question de l'évolution, évidemment, technologique, médicale, professionnelle, évidente, qui vont vraisemblablement aller vers, il me semble, davantage de personnalisation, c'est-à-dire toutes les technologies qui vont permettre d'assurer un meilleur suivi et un suivi personnalisé, soit à distance, soit à travers une forme de coaching, comme il existe parfois certaines applications. Des pratiques médicales ou des pratiques professionnelles qui vont davantage tenir compte à la fois de l'état du profil, des volontés, des attentes de la personne qui vieillit ou de la personne âgée, me semble aller plutôt dans le sens finalement de l'avenir, c'est-à-dire derrière quelque chose d'une écoute plus forte et d'une personnalisation plus forte de la technologie, des pratiques médicales et finalement aussi des pratiques professionnelles. Une personnalisation des pratiques et des services que confirme Serge Guérin, sociologue. Dès lors qu'on a gagné ou on a renforcé la prise de conscience des enjeux de la prévention, les outils numériques peuvent servir d'abord pour justement mieux personnaliser les discours, mieux personnaliser les conseils, mieux personnaliser l'accompagnement. La question de ces outils, c'est qu'ils répondent réellement aux usages des personnes, qu'ils soient ni trop intrusifs, ni trop gadgets, ni trop complexes, ni trop difficilement accessibles, que ce soit en termes financiers ou que ce soit en termes techniques, parce que sinon, les gens vont tout simplement pas les utiliser. Mais ces outils technologiques peuvent aussi, je pense par exemple à des systèmes d'exosquelettes, ces outils technologiques peuvent aussi favoriser une prévention, je dirais, plus passive, au sens où si ces outils contribuent à réduire, par exemple, les risques de troubles musculo-squelettiques dans le travail, eh bien, génial, parce que c'est l'environnement de la personne qui va devenir plus prévoyant. Et puis, troisième élément, et là, c'est bien un assemblage ou une alliance entre les technologies et l'innovation sociale. Ça peut être, je pense à une structure que je connais bien comme Responsage, par exemple, mais il y en a d'autres, des structures qui finalement vont accompagner. Là, ce sont des assistantes sociales qui accompagnent des salariés en fragilité, qui les accompagnent par le téléphone, qui les accompagnent par des liens technologiques. Et donc là, on voit bien, c'est à la fois la personne et la technologie. Et c'est les deux associés. Mais c'est-à-dire que derrière, il y a une innovation sociale qui est de se dire, il faut accompagner des salariés qui sont aidants, des salariés qui ont telle ou telle fragilité sociale ou physique ou psychique, et comment on les accompagne en étant à l'écoute, en essayant de leur trouver des solutions, et ainsi de suite. Et là, on voit bien, c'est bien la conjugaison d'une démarche, d'une volonté, d'un savoir, de technologie et d'être humain. Reste à savoir comment cette politique de prévention de la perte d'autonomie peut être mise en place sur le plan financier. Lucie Robieux, experte du secteur public au sein du Boston Consulting Group. On peut déjà se dire qu'une politique renforcée pour le bien-être et l'autonomie des seniors aura un coût. Il est encore difficile de l'évaluer, mais ce qui est sûr, c'est que la question de la répartition de ce coût entre une couverture et un financement collectif et un financement individuel est loin d'être tranchée et devra faire l'objet d'un débat public et politique. Alors, à mon avis, l'État a un rôle pour déjà comprendre les coûts de l'autonomie et les communiquer, les rendre transparents pour que les foyers d'aujourd'hui puissent se préparer, c'est-à-dire intègrent finalement ce risque de dépendance, cette préparation de leur autonomie à l'âge senior dès maintenant, soit simplement en provisionnant à travers une épargne personnelle, soit à travers des assurances privées. Et on peut aussi imaginer que cet effort de communication et de transparence favorise dans les décennies à venir les flux intrafamiliaux, c'est-à-dire que les enfants des seniors se rendent compte et financent pour partie les coûts qui sont induits par le fait que leurs parents restent longtemps à domicile. Ça peut être aussi quelque chose qui relève d'un choix
individuelle. À mon sens, l'État devra aussi s'assurer que son articulation avec les collectivités locales est efficace et que les collectivités locales jouent le jeu d'un soutien à l'autonomie, à la fois quantitativement et qualitativement. Donc ici, il y a sans doute une question de gouvernance interne entre les différents échelons de financement public. Moi, l'angle qui me vient en premier lieu, c'est la compréhension des coûts complets et du fait que pour l'État, il y a un intérêt à essayer d'orienter la recherche privée et l'innovation, donc de nos chercheurs publics, mais aussi au sein des groupes privés, pour finalement arriver à des progrès technologiques qui permettent une adoption la plus massive possible, c'est-à-dire intégrer au cœur de la conception des nouvelles technologies dédiées aux seniors la question de leur coût et donc de leur appropriation par la société, par les seniors, par la société entière. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un dialogue à construire et à animer entre le pouvoir public et les acteurs privés sur les gains, les types d'innovation par type d'usage, mais aussi inclure la thématique de leur coût pour savoir à quel point ces innovations peuvent profiter au plus grand nombre. À mon avis, il y a aussi un dialogue à construire autour des questions éthiques pour construire la transparence, par exemple, sur l'utilisation des données, pour construire la confiance et permettre le déploiement plus large possible. On a besoin d'un lien de confiance entre les seniors, leurs familles, les aidants, les acteurs privés et l'État pour que cette question d'inclusion de la technologie pour le maintien à domicile se fasse dans les meilleures conditions possibles. L'État peut jouer aussi un rôle de labellisation, de collecte des différentes idées d'innovation, de tests, d'expérimentation, pour savoir si finalement une innovation qui est proposée par un industriel présente un gain suffisant par rapport à son coût. Donc j'imagine que cette collaboration doit absolument avoir lieu, qu'elle doit inclure des préoccupations d'utilité, de bénéfices, mais aussi de coûts. Et on se rend compte par exemple qu'au Japon, ce dialogue est vraiment institutionnalisé entre le métier et les différents industriels nippons pour orienter les efforts de recherche sur les usages les plus utiles pour les seniors et inclure ce dialogue très en amont pour être sûr que les innovations qui arrivent sur le marché soient utilisables par le plus grand nombre. On peut aussi inclure dans la réponse des éléments de régulation éthique, c'est-à-dire ce qu'on vient d'évoquer sur la transparence, que deviennent les données qui seront éventuellement collectées, quel est le lien de confiance, est-ce que je peux faire confiance à cette innovation ou pas en matière de sécurité, de partage et de communication des données, etc. Faire naître une culture de la prévention de la perte d'autonomie ne sera donc pas une mince affaire. Les immenses bénéfices pour les individus et la collectivité ne doivent pas conduire à répéter certains travers des politiques de prévention en santé. Stigmatisation, traitement d'un phénomène naturel sous le seul angle de la pathologie, concentration sur des bénéfices abstraits à long terme plutôt que sur ceux immédiats. Pour relever le défi d'une prévention positive de la dépendance liée à l'âge, les acteurs publics et privés devront travailler de concert. La puissance de la prévention publique permettra de susciter la confiance quant à l'enjeu de la préparation de la perte d'autonomie. Les acteurs privés, eux, offriront diverses solutions de conseils et de services pour transformer la prévention en préparation. Tirer parti de toutes ces ressources pour donner à chacun les moyens d'un futur sous le signe du bien vieillir, ça dépend de nous.